Il y a des contenus qui sont sur YouTube depuis son commencement et qui ne pourront jamais partir. Le gaming, la beauté, le drama. Et si chacune de ces niches de contenu a eu ses scandales, ses légendes, ses moments de gloire, il y en a une bien particulière. L'Eldorado pour ceux affichant un glorieux physique. Le YouTube muscu. Dire que t'étais un peu une salope. Voilà, sale grosse pute. If you have frogging eyes, I would advise you to take surgery. What's subhuman? Subhuman is a term that we use in like the Luxmax community for like horrendously ugly people. Les hommes se féminisent. C'est très grave. La musculation, le développement physique, le développement de son corps, ça a toujours fait partie de l'esprit humain. De la Grèce antique à Rome jusqu'à aujourd'hui, cultiver un corps et un esprit, afficher un physique parfait, ça a toujours été au centre de l'humain. Pas étonnant donc que dès le début de YouTube, il y ait des créateurs qui aient posté leurs recettes, leur entraînement, leurs conseils. Et si en France, la hype a vraiment démarré un petit peu plus tard, il y a un nom à l'international que vous devez connaître. Ziz. Là, on est à la préhistoire du fitness. Ziz, c'est l'inspiration. De son vrai nom, Aziz Shavershian, était un influenceur des années 2000. Physique monstrueux, lanceur du mouvement aesthétique, il était là pour jouer un rôle, celui du cliché de l'ego trip. Le gars qui a commencé la muscu pour les filles, qui est passé d'un gringalet à un physique phénoménal, et il est mort d'un arrêt cardiaque dans un sauna en Thaïlande. A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Doctors say the 23-year-old had an undiagnosed heart condition, but some say a growing obsession with body image is dangerous. Clairement sous produit dopant, c'est en 2011 qu'il s'éteint à l'âge de 22 ans. C'est jeune, n'est-ce pas ? Habituez-vous à ce que vos idoles partent tôt dans ce milieu. Bon, si Ziz, c'est le début à tout. Qui a démarré ça en France? Retrouver qui a été le premier youtubeur fitness en France, c'est galère. Il y a des noms qui ressortent, mais on va en parler plus longuement après. Bodytime, qui ont démarré leur chaîne il y a 13 ans, Jean Honche le musclé, qui a démarré à peu près à la même période. D'ailleurs, voilà son intro de l'époque. Salut bande de grosses tapettes. Wow, ça vieillit. On a aussi Alex Levent, qui fait des entraînements au poids du corps, et des vidéos pour maîtriser son ki, Lucas Gouif, ou alors From Human to God. Plein de gens, à tel point qu'on pourrait en faire un putain de poké rap. Et il en reste plein d'autres, plein de gens que je n'ai même pas cités, mais ce serait passé à côté du plus important en France. Le Jésus de notre histoire, l'an 0 du fitness sur YouTube. Thibaut InShape. Mais en fait, j'ai menti. À la base, je voulais faire une vraie vidéo rétrospective du YouTube muscu en France. Puis j'ai poussé les recherches et j'ai vu des choses qui méritent qu'on s'en souvienne. Les problèmes! On pourrait dire que c'est normal qu'il y ait certains youtubeurs qui aient des scandales sur le dos. Mais s'il y a bien une niche où il y en a beaucoup, c'est celle de la musculation. Et on avait commencé à parler de Thibaut InShape. En tant que plus gros youtubeur français, il doit avoir des casseroles graves au cul, non? Oh, le chef d'inculpation! Oh, crime contre l'humanité! Et pas tant que ça. S'il y a bien un boug qui a mis des centaines, peut-être même des milliers de personnes au sport, c'est Thibaut InShape. Il transmet des valeurs plutôt positives, a mis en avant des personnes atteintes de handicap, ayant des modes de vie différents, ou alors des sports complètement différents de la musculation. Il a plein de sorties de route, oui, évidemment, mais il a une communication de crise qui est absolument phénoménale. Gestes techniques 5 étoiles, sauvetage miraculeux. Quand il a sorti sa vidéo « Rien à foutre de ta dépression », traduction d'un autre contenu court américain, et qu'il s'est pris une tollée, il a réagi en postant une vidéo avec un psy pour parler de la dépression et faire une vidéo plus sérieuse. On retrouve de vieux messages racistes, homophobes et parlant de dopage sur un forum. Il en parle sur sa chaîne secondaire. Il fait des vidéos pour le gouvernement. C'est de la sponsor, il est payé. C'est peut-être un petit peu plus élégant que McFly et Carlito à la même époque, je sais pas. T'as vu sa dernière vidéo? Non, c'est sur quoi? Il a passé 24 heures avec la BAC. Oh shit. Here we go again. Je pense que le vrai problème de cette vidéo en particulier, c'est un manque de nuances. On a le plus gros youtubeur français qui fait une vidéo avec une institution, pas la plus appréciée, pas la moins critiquée et la moins critiquable, et il n'y apporte pas assez de nuances. La vidéo ne fait que 20 minutes. C'est plus court que tous les possibles reportages qui sont faits sur M6 ou W9. On aurait pu avoir une vraie vidéo immersion de plus d'1 heure, super intéressante, avec des remises en contexte qui sont importantes. Mais Thibaut InShape, c'est clairement pas le pire youtubeur de sa niche. Et
À part, oui, cette vidéo ou quelques autres qui pourraient être vraiment mieux et super intéressantes, là, ça a l'air d'être un gars cool. Le truc avec l'influence et le fait d'avoir des grosses communautés, c'est qu'à l'intérieur, on va avoir des gens plus fragiles. C'est tout un débat. Faut-il que les influenceurs fassent attention à ce qu'ils disent? Sont-ils responsables de ce qu'ils disent et de leur communauté? Eh ben, on va voir ça. Pour gagner de l'argent dans le monde du sport, il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est évidemment de faire des vidéos monétisées et de gagner de l'argent avec. Mais à moins de faire des centaines de milliers de vues, c'est impossible. Ou alors, on peut vendre des produits, des services. Dans le monde du sport, il y a la vente de programmes sportifs, de coaching, de compléments ou d'équipements. Vous vous souvenez de ce gars-là? Mais si, le mec des morning routines, le gars qui s'étale de la banane sur le visage. Je vous jure que c'est pas raciste. Ce gars, à la base, il est coach. Et pas un mauvais coach en vrai, d'après les avis clients et même les résultats qui sont pas si mal. Et combien ça coûte un coaching en one-to-one avec Ashton Hall à l'année? 1000 balles. C'est plus. 5000? C'est plus. 8250 €. C'est le prix pour un coaching en one-to-one avec les équipes d'Ashton Hall. Bah oui, évidemment, il peut pas faire un coaching en one-to-one avec tous ses clients, il y en aurait bien trop. Mais le coaching sportif, c'est même pas son vrai business. Le vrai truc, le vrai service que vend Ashton Hall, c'est du coaching de coach. En fait, c'est le maître Oogway des coachs. Mais d'après les témoignages de clients, ça donnait juste une équipe d'encadrement débordée devant gérer des appels avec plus de 80 personnes dedans. Et combien ça coûtait de se faire scam et se retrouver dans un groupe privé où personne ne nous répond? Oh, environ 10 000 balles. Attends donc, si je fais les maths, ça veut dire qu'on a un influenceur qui a scam sa commu, qui a des dizaines et des dizaines de coachés du côté muscu, qui en a eu plus de 100 du côté business de coach. Il a donc généré plus d'1 million de dollars avec un service aussi nul. Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Et ça va nous permettre de parler du premier truc important quand on est spectateur de la niche muscu. Les tunnels de vente. Peut-être que tu sais déjà ce que c'est, mais pour les gens éloignés du business, un tunnel de vente, c'est tout le processus par lequel tu transformes un prospect, un spectateur, en client. Imagine un entonnoir. La partie la plus large, c'est tous les spectateurs de ta vidéo. Et tout en bas, le plus petit morceau, c'est ceux que tu arrives à transformer. Avec Ashton Hall, le presque milliard, pas million. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? Milliards de personnes ayant vu sa vidéo sont des clients potentiels. Ça devient une trend, Pierre Ninet le refait, on veut savoir qui est ce gars bizarre des morning routines, on s'intéresse au personnage et on tombe dans cet entonnoir. Sur Instagram, ça vous est déjà arrivé de recevoir un message privé d'un compte muscu ou business que vous suivez? Évidemment, c'est pas l'influenceur qui t'envoie un message, il a pas le temps. C'est un setter. C'est quoi ça? Le setter, c'est le gars qui vient tâter le terrain, voir si tu es intéressé ou s'il peut t'intéresser par le produit et t'envoyer vers son collègue. Son collègue, c'est le closer, celui qui va te vendre le produit. Le taf du closer, c'est en gros de te mettre la pression et te pousser à acheter. C'est comme si tu étais dans un magasin de fringues, un vendeur te dit que tu as besoin de fou de plein de vêtements et c'est une fois en caisse qu'on t'annonce le prix. Et là, faut avoir un mental d'acier digne de Seb pour oser dire non. Je suis sur Archilourd, le serveur Discord de l'ONLV, et j'ai déjà reçu pas mal de messages de setters tentant de me vendre des produits. Allez, je vous mets juste celui-ci parce qu'il est marrant. Salut! Tu connais MS? Toi, t'es setter pour ce produit, non? On a donc vu que l'objectif de certains, c'était de faire parler d'eux pour te faire rentrer dans leur tunnel de vente. Mais parfois, ça monte à des niveaux indécents. Par exemple avec... On a parlé de comment les influenceurs gagnent leur pain, mais parfois, plus on brasse large, plus c'est simple. Pourquoi parler uniquement musculation quand on peut divertir avec son physique et faire des lives où on fait des pubs? Ce gars, c'est Claviculaire. Et non, vous ne rêvez pas, sa photo Wikipédia, c'est son mugshot. Comme l'a dit un grand homme... Ça annonce la couleur. Son contenu, le looks maxing. Prof, tu leur expliques? Bonjour, bonjour. Le looks maxing, c'est un concept apparu sur des forums américains. L'idée est de maximiser la beauté physique pour attirer le plus de femmes possible. D'abord avec le soft maxing, le sport, les habitudes alimentaires, la skincare. Donc, c'est pas trop mal. Puis, il y a le hard maxing. Privation de nourriture pour maigrir plus vite, prise de produits, chirurgie esthétique. Et c'est présenté par certains comme la manière de voir la beauté. Par exemple, ce TikToker américain qui fait une vidéo parlant de looks maxing, sponsorisé, j'en suis sûr, mais je ne peux pas le prouver, qui donne un score de beauté après analyse faciale. Parce qu'on est dans Wii Fit en fait. Petit aparté important s'il vous plaît.
Dans un sens, le looks maxing, c'est l'inverse du body positive. Le mot fait peur, car ça a été travesti, et les gens pensent que c'est dire à une personne obèse qu'elle est en bonne santé et parfaite comme elle est. Alors que non. Si le looks maxing, c'est chercher à ressembler à un seul et unique type de corps, au point de presque en faire une forme d'eugénisme, le body positive, c'est apprendre à aimer son corps, ne plus avoir un regard destructeur sur celui-ci. Quand on fait de la musculation, on a vite l'impression d'être plus fin, moins musclé ou fort. Surtout aujourd'hui, quand on peut se comparer au top 1% de la discipline. On va se trouver moins musclé que Stéphane Matala, alors qu'on ne pratique littéralement pas le même sport que lui. Bref, merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et là monsieur, c'est bien mon looks max ? Merci prof. Bref, donc, Claviculaar, c'est des produits dopants, des produits brûle graisse injectés dans le visage de sa copine mineure, sans nettoyage au préalable, sur une peau maquillée. Cette phrase met des points de dégâts à mon âme plus j'avance. C'est une formation à 40$ par mois. Ah, ça on l'a vu plus tôt dans la vidéo. Dans le cas de Claviculaar, c'est pas sa source de revenus principale. D'après le Parisien, il y a environ 800 personnes qui payent sa formation tous les mois, soit environ 30-32 000$. Mais c'est pas que ça. C'est aussi écraser un gars en direct, tirer sur un alligator, une overdose filmée, des saluts nazis en boîte. Attends quoi ? Tous ces scandales sont arrivés en quelques semaines quand il était en live sur Kik. Et d'après ce qu'a dit Claviculaar, si sa formation par mois lui rapporte 32 000$, ses lives, eux, lui rapportent environ 100 000 balles par mois. Juste grâce à ses lives et à ses scandales. Bah oui, plus il fera parler de lui, plus des gens vont venir le voir, plus des gens vont tomber dans ses tunnels de vente, et plus des gens vont lui donner de l'argent. Et ça me permet de revenir sur la question que je vous ai posée en début de vidéo. Est-ce qu'un influenceur est responsable ? Responsable, mais pas coupable. Oui, évidemment que Claviculaar est responsable d'avoir roulé sur un mec avec son Cybertruck, mais est-ce qu'il est responsable de sa communauté et de ses erreurs ? Dans cette vidéo, j'ai essayé d'éviter de parler de youtubeurs français. Pourquoi ? Parce qu'une critique, aussi constructive soit-elle, pourrait être perçue comme une attaque par certains, et j'ai pas envie de me battre. Si à la base je voulais faire une sorte de rétrospective avec cette vidéo, qui finalement s'est transformée en plot twist, un respirateur menteur. Tu crois que c'est du respect, mon garçon ? C'est qu'il y a une raison. Vous connaissez Bodytime ? Ils sont sur YouTube depuis 13 ans. Et comme n'importe quel vieux youtubeur, ils ne sont plus à leur prime de vues et de popularité. Et donc, comme n'importe quel youtubeur, ils ont créé une chaîne secondaire, un peu plus lifestyle, où ils parlent de divers sujets. Comme par exemple dans cette vidéo, les hommes se féminisent et la science le prouve. Bon, si la science le prouve, il doit y avoir les sources en description. Ah, bah non. Bon, pas grave, peut-être dans les commentaires alors. Ah, bah non. Ok, donc faut les croire sur parole. Soit, d'accord. Et du coup, les commentaires ? Eh ben, en scrollant un tout petit peu, on tombe sur un commentaire anti-vax, qui fait le lien entre autisme, vaccin et la baisse de testo des hommes, faut croire. La liberté d'expression, c'est bien. Mais... Oh là là, cette phrase, elle va directement dans le palmarès des choses de trop. Est-ce que c'est pas le rôle de l'influenceur de modérer ses commentaires ? Par exemple, ce commentaire-là donne le lien d'un documentaire conspirationniste. Est-ce qu'il n'y a pas des gens plus fragiles qui vont tomber sur ce commentaire, cliquer sur le lien, regarder ce documentaire et commencer à croire quelque chose que la science a démontré comme étant faux ? Est-ce que l'influenceur doit toujours dire la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Je pense qu'il faut présenter les choses d'une manière neutre, ou au moins inciter au dialogue. Et c'est difficile, attention, mais quand une vidéo comme celle sur le climat, faite par le Raptor, s'il vous plaît me harcelez pas, n'a comme seule et unique source un livre qui a été débunk des dizaines et des dizaines de fois, est-ce que c'est ça la vérité ? Alors en fait, à la base, je voulais remettre Socrate, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas drôle. Du coup, voilà quelque chose d'un peu plus marrant. C'est bon, du coup, t'as trouvé ta blague au montage ? Non, pas encore, mais je me dis que j'ai encore un peu de temps, non ? C'est pas drôle, c'est pas si drôle. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Vous connaissez la loi de Brandolini ? Non. Ça dit que le temps de débunk quelque chose de faux sera toujours beaucoup plus long et énergivore que de propager des choses fausses. La vidéo du Raptor a fait 1 million de vues. Les débunks, même mis bout à bout, peinent à dépasser la centaine de milliers de vues. Qui détient la vérité ? Qui est gardien de cela ? Je vais répondre sincèrement, je pense pas que ce soit l'influenceur qui soit gardien de la vérité. Je pense que la plupart des créateurs de contenu passent à côté de quelque chose d'important, et c'est normal parce que leur but c'est de vendre, offrir de l'autonomie à leur public. Si je vous dis qu'une étude montre qu'une personne sur 3 qui fait du développé couché se déchire les pecs, ça fait peur, on veut plus en faire. Mais si cette étude est réalisée sur seulement 3 personnes, ce n'est pas représentatif. Si elle est réalisée sur des personnes dopées, c'est encore différent. Les études scientifiques sont servies sur des plateaux.
Et apprendre à lire une étude, c'est un vrai taf. En médecine, c'est même évalué. C'est la lecture critique d'articles. Et c'est pas donné à tout le monde de bien lire une étude. Je suis lucide. La plupart des youtubeurs, malheureusement, quand ils mettent leurs sources en description, n'offrent pas de lecture critique, justement. Le Raptor a mis ses sources en description. Bon, après un big pavé pour dire que si on cherche les sources, c'est justement qu'on ne l'aime pas. Mais sa source principale, au-delà de juste avoir été debunk, a des conflits d'intérêts. Bah oui, c'est pas juste les écolos qui ont des conflits d'intérêts, c'est tout le monde qui peut en avoir. Si on me demande de faire une étude montrant que les produits laitiers sont indispensables, mais que je suis financé par le lobby du lait, ben, mon étude est irrecevable. J'ai des conflits d'intérêts. Aurait-il fallu mieux chercher ? Aurait-il fallu modérer les commentaires insultants ? Est-ce la responsabilité d'un créateur de contenu d'influencer sa commu dans le bon ? Je pense très sincèrement que oui. Il n'y a pas longtemps, en me baladant sur Insta, je suis tombé sur une publication sponsorisée d'un coach qui disait chercher 10 clients pour du coaching, etc. Logique, me diriez-vous. Sauf que ce gars-là, ouvertement, son truc, c'était de chercher des gens de droite. Faire du pied à un camp politique ou à un autre pour s'en attirer les faveurs, c'est pas nouveau. Mais pour du coaching, c'est surprenant, non ? Je veux dire, c'est se couper une grosse partie de la population quand même. Mais s'attaquer à un camp, c'est s'attirer les faveurs de l'autre. Si là, j'insulte les gens de gauche, Enculé. bah, eux vont venir me répondre, vont booster ma vidéo, et les gens de droite, eux, vont venir me défendre, me dire que j'ai raison, peut-être même, du coup, tomber dans mon tunnel de vente. C'est un moyen d'exister, et de la mettre bien profond aux gens de gauche ou de droite. J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Ah bon ? Ouais. Voici Dieudonné. Il y a un débat, à vrai dire, qui revient beaucoup sur Internet, c'est est-ce que la muscu, c'est un sport de droite ? Je pense que non. Moi, je pense pas. Au même titre que le saut à la perche, c'est pas un sport de centriste. Mais pourquoi cette question existe ? Parce que des influenceurs veulent s'attirer les faveurs d'un camp ou de l'autre. J'ai survolé le sujet tout à l'heure, mais Clavicular s'est affiché avec des gens qui ont fait et qui font des saluts nazis. Parmi ces gens-là, il y a ce gars-là qui voudrait retirer le droit de vote des femmes. Est-ce que c'est politiser la chose que de se demander si Clavicular n'est pas un streamer d'extrême droite, parce qu'il traîne et parce qu'il n'arrête pas les gens quand ils font des saluts nazis. Quand Danny Caligula en France fait une transformation physique, étant donné que c'est un streamer très à gauche, c'est associé à la politique. La muscu n'est plus neutre, c'est une bulle d'influence, c'est un tunnel dans lequel des gens passionnés vont parler et d'autres vont tenter d'instiller leur message. En tant que spectateur, pour eux, pour ces influenceurs, on est juste un portefeuille sur pattes. Et ça me déprime. Quand j'ai recommencé à faire des vidéos sur cette chaîne, la première vidéo que j'ai fait et que j'ai jamais postée, c'était une vidéo muscu. Il est 4h04 du matin. J'ai 2 heures de marche jusqu'à ma salle. Mais je vais vous apprendre comment on s'entraîne aujourd'hui. Parce que la musculation, c'est un sport que j'aime. C'est un vrai truc de passionné. C'est incroyable comme domaine. Il y a des gens absolument formidables dedans, des gens trop forts. L'ambiance dans une salle de sport, dans une petite salle de sport, elle est super. Et il y a des influenceurs qui viennent juste pervertir tout ça avec l'argent. Comme dans n'importe quel domaine, bien sûr. J'aime l'argent. Mais là, ça touche au physique des gens. Ça touche au regard qu'on a sur nous-mêmes, au regard qu'on accole aux autres gens autour de nous. Et moi, je voulais pas rentrer dans ce milieu-là. Je voulais pas poster cette vidéo muscu, devenir un youtubeur, un influenceur muscu, parler que de ça et rentrer dans ce petit monde dégueulasse. Il faut respecter ses limites, messieurs, dames, émotionnelles et physiques, c'est important. Alors, vu que j'aime bien finir mes vidéos sur une touche un peu positive, bah, je vais vous donner des recommandations de youtubeurs muscu qui sont vraiment cool. Eric Flag, Suisse parlant de street workout à la base. Il s'est étendu, parle d'autres sports, de business, à une boutique d'équipements sportifs. Est-ce que c'est de la qualité ? Évidemment, il est... Suisse. Manga Workout, le gars qui m'a fait commencer la muscu. Il réalise des vidéos d'entraînement basées sur des personnages de manga. C'est assez fun, pas prise de tête, plein de programmes gratuits et accessibles pour tous. Unfit. Ces vidéos muscu sont très intéressantes et poussent surtout à soi-même se renseigner sur la biomécanique, sur les entraînements, sur les méthodes d'entraînement. Il a également sorti l'anti-programme, un programme à 20 balles pour apprendre à soi-même s'entraîner et se remettre en question. Il a même fait un classement des meilleurs ways sur le marché. Thibaut InShape entraînement. D'après ce que j'ai pu entendre et voir, ses entraînements à faire à la maison sont très sympas. Maintenant, sa chaîne principale reste aujourd'hui surtout du divertissement. Nash Befit, le youtubeur le plus consensuel niveau muscu, mais pour rester informé sur les actualités du monde fitness et internet de manière générale,
c'est pas trop mal. Et gars est trop sympa, je peux pas ne pas lui laisser une petite place. Noël Deisel, il parle santé mentale, donne des recettes cool, vraiment, ce gars est trop gentil. Chris Bumstead, plus que juste un influenceur, c'est une bonne représentation masculine aujourd'hui dans la musculation. Ses prises de parole et même ses questionnements autour du sport sont super intéressants. Et les femmes dans tout ça? Ouais, j'en ai pas évoqué une seule depuis le début de la vidéo. À part peut-être Juju Fitcat et Sissi Mua, il n'y a pas de youtubeuses, de grosses youtubeuses à qui on donne du gaz du côté muscu sur YouTube. Et je trouve ça dommage. Je ne suis pas énormément de créatrices de contenu muscu, malheureusement. Mais si jamais vous avez des recommandations, que ce soit d'autres youtubeurs ou surtout du coup de youtubeuses muscu, de créatrices de contenu muscu, allez-y, mettez tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été très longue à écrire. Je bloquais vraiment sur cette rétrospective, j'arrivais pas à trouver mon angle d'attaque. Et en fait, je suis plutôt content de ce que ça donne au final. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, booster la vidéo si vous êtes sur mobile ou autre. Abonnez-vous, c'est trop cool, ça aide énormément. N'hésitez pas à aller voir le roman que j'ai écrit. Le contenu court, j'essaye d'en faire un peu plus que juste des extraits de vidéos, mais c'est compliqué, ça prend du temps et j'ai plein de choses à côté. Mais voilà, merci pour tout. La muscu, c'est un sport trop cool. Faites-en, faites-vous kiffer. Partagez que des bonnes ondes, évidemment. Voilà. Allez, bisous. Merci. Et ils ont cru que j'allais chanter. Non.